Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. La France est sans doute le numéro 1 européen en matière de dépenses de protection sociale. Un pognon de dingue, selon la phrase désormais célèbre du président Macron. Et pourtant, un enfant sur 5 est en situation de pauvreté dans notre pays et les allocataires du RSA ont souvent bien du mal à se remettre en selle. Alors y a-t-il une fatalité à la misère? Comment aider sans condamner à l'assistanat? C'est donc un Grenoblois qui a réfléchi pour le gouvernement. Olivier Noblecourt, délégué interministériel auprès de la ministre des Solidarités, ancien adjoint de Michel Destaut à la mairie de Grenoble. C'est donc vous qui avez réfléchi à ce fameux plan pauvreté qui a été présenté début septembre par Emmanuel Macron. Un plan d'abord annoncé pour avril, puis pour juillet, finalement sorti en septembre. La concertation a été plus longue que prévu? La concertation, elle s'est tenue d'abord avec les acteurs sur le premier trimestre de cette année et sans qu'il y ait besoin de décaler quoi que ce soit. Ce qui s'est surtout produit, c'est que l'ambition fixée par le président de la République a été sans cesse réévaluée et on est passé d'une logique de politique publique centrée sur la pauvreté des enfants et des jeunes, qui est un des grands axes prioritaires, à une politique beaucoup plus ambitieuse qui embrasse l'ensemble des formes de pauvreté dans ce pays, qui porte très fortement la question de l'accompagnement, notamment vers l'emploi, parce que ce qui compte aujourd'hui, on ne lutte plus contre la pauvreté avec les mêmes outils qu'il y a quelques décennies, c'est de permettre aux personnes en situation de fragilité de maîtriser leur vie, de maîtriser leur destin. Et ça passe par l'autonomie, par le travail. Et puis, c'est l'annonce de chantiers absolument majeurs, transformants de notre modèle social que le président de la République a souhaité sur la création d'un revenu universel d'activité et le fait que l'État soit le garant d'un service public de l'insertion, c'est-à-dire que tout le monde en France ait un droit à l'accompagnement. Alors Olivier Noblecourt, on a une quarantaine de minutes ensemble et on va détailler ce plan pauvreté parce qu'il était très attendu. Il y a pas mal de choses dedans, effectivement. On verra s'il y a vraiment les moyens qui vont avec. Vous évoquez le travail pour aider à sortir de la pauvreté. Vous dites aujourd'hui c'est un changement de logarithme. Ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, pas suffisamment? Non, c'est un retour à l'essence même de notre modèle social. Ceux qui oublient le travail oublient que la protection sociale, la sécurité sociale est fondée aujourd'hui sur des cotisations assises sur le travail. C'est comme ça qu'elle est financée. Et c'est très important de ne pas désarrimer la protection sociale de ce qui permet l'autonomie des personnes. Parce que sinon, on a une société à deux vitesses avec des personnes qui seraient condamnées à survivre de prestations monétaires et d'autres qui seraient dans un marché du travail et qui pourraient maîtriser leur vie. Ce que nous voulons, nous, c'est un marché du travail ouvert, où les gens ont des droits, notamment des droits à la formation, où ils peuvent avoir ces compétences qui sont le vrai passeport aujourd'hui pour le travail et pour l'autonomie, et que chacun, en fonction de ses fragilités sociales, puisse être accompagné. Nous savons que nous avons un modèle social redistributif, important. Il n'est pas question de l'entamer, il n'est pas question de le raboter. Par contre, nous voyons l'impuissance des politiques publiques depuis plusieurs décennies à faire reculer la pauvreté tout court, et surtout cette pauvreté des enfants et des jeunes, ce déterminisme social, ce poids de la naissance, qui crée de la désespérance. On a des formes de pauvreté qui s'aggravent, notamment pour les familles monoparentales, pour les jeunes, pour les enfants. Et donc, il est temps de changer en effet notre logiciel et de revenir, parce que dans le social, il faut toujours être très humble. Vous savez, on a rarement d'idées très nouvelles. Par contre, on renoue avec des belles traditions. Et en l'occurrence, c'est celle de l'accompagnement social, c'est celle de la prévention. Alors, on va voir effectivement comment on accompagne, comment on attend aussi des contreparties. En tout cas, ce plan, il a donné lieu à de très nombreuses et très longues consultations, vous le disiez. Et il a suscité aussi des vraies attentes. Et tout le monde n'est pas satisfait. Certains espéraient notamment des vraies annonces sur les minima sociaux, par exemple, sur la revalorisation de ces minima sociaux. Et ceux-là sont un peu déçus. Je n'ai pas forcément entendu exactement la même chose que vous. Les vraies annonces sur les minima sociaux, vous pouvez difficilement avoir une annonce plus importante que l'annonce de la fusion des minima sociaux et la création d'un minima social universel attaché à l'accompagnement vers l'emploi que sera le revenu universel d'activité. Nous allons engager la concertation au début de l'année 2019 et on est sur un chantier transformant absolument majeur de cette mandature. On va y revenir. Moi, je faisais référence à l'extension, par exemple, du RSA au moins de 25 ans. Elle était attendue, elle n'a pas été annoncée. Non, ce qui est annoncé, c'est qu'on va réfléchir à un revenu universel. Donc, il ne vous a pas échappé que les moins de 25 ans faisait partie de l'universalité. Donc la question sera posée dans la concertation. Sur le fond politique, moi je le dis très clairement, nous considérons que nous avons mieux à offrir à notre jeunesse qu'un minima social. Mais nous savons qu'il y a des situations dans notre jeunesse qui exigent l'accès à une ressource et donc potentiellement à un minima social. Il y a un chemin à construire et la concertation permettra d'y réfléchir. Mais je ne veux pas laisser dire des choses fausses. Les minima sociaux sont revalorisés très largement actuellement. La prime d'activité, dont l'INSEE a redit il y a très peu de temps la contribution décisive sur le léger recul
recul de la pauvreté que notre pays a connue. La prime d'activité, c'est près de 4 milliards d'augmentation des dépenses dans les prochaines années. C'est 551 € par mois, c'est ça? Oui, c'est ça, mais avec une variation en fonction de l'activité, puisque le but, c'est de faire toujours en sorte que le travail paye plus que l'absence de travail. L'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse vont aussi tous les deux être revalorisés. Donc en réalité, hormis le RSA qui est indexé sur le coût de la vie, donc les personnes qui bénéficient du RSA aujourd'hui ne verront pas leur pouvoir d'achat diminuer, tous les minima sociaux sont en plus de l'inflation revalorisés de manière forfaitaire. La prime d'activité, on rappelle que c'est ce qui a remplacé le RSA activité et la prime de Pôle emploi, c'est la fusion des deux. Vous évoquez ce fameux revenu universel d'activité. Arrêtons-nous-y quelques secondes. Pour en finir avec le maquis des prestations existantes, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est en gros l'addition du RSA, des APL et de la prime d'activité. Avec une réflexion qui pourra être ouverte éventuellement sur d'autres minima sociaux. J'évoquais le minimum vieillesse et l'allocation adulte handicapé. Ça fait partie du débat qui va s'instaurer. Mais nous avons un système aujourd'hui qui est devenu incompréhensible. Les minima, comme certaines de prestations, sont calculés sur des bases différentes. Certains sont individualisés. D'autres sont conjugalisés, c'est-à-dire calculés sur les revenus du ménage. D'autres sont familialisés, on tient compte des enfants. Et dans tout cela, en plus, on ne calcule pas au même moment. Pour certains, c'est les ressources fiscales l'année d'il y a 2 ans. Pour certains, c'est le dernier trimestre. Bref, nous sommes devant un maquis qui porte atteinte à la confiance que les Français ont dans notre modèle social, à l'équité du système, au fait qu'on doit avoir un système plus progressif, plus transparent et toujours plus incitatif au travail. Mais donc, si c'est compliqué, ça verra le jour quand? Alors, les travaux sont d'une grande complexité. Ils ont déjà été éclairés par un certain nombre d'études techniques. Là, nous entrons dans un temps de débat public, de concertation, jusqu'à l'été prochain, très probablement. Un temps d'arbitrage. Nous sommes au travail dès maintenant techniquement pour paramétrer tout cela et pour faire en sorte que nous puissions proposer au gouvernement une loi en 2020 qui permettra d'avoir les grands principes de ce revenu universel d'activité. Il faut compter après entre 1 et 2 ans pour mettre à jour les systèmes d'information et préparer le passage à la mise en œuvre. Bon, ça rappelle un petit peu le revenu universel qui était promis par Benoît Hamon dans la dernière campagne présidentielle. C'est quoi la différence? Il y a 2 différences fondamentales. Dans la logique portée par Benoît Hamon dans un premier temps, il l'a changé un petit peu en cours de route, lui parle de revenu universel inconditionnel, c'est-à-dire que tout le monde peut en bénéficier, qu'il travaille ou non dans une visée de long terme. Ça signifie qu'on désarime notre société du travail et qu'on considère que le travail n'est plus une valeur structurante de notre société. Nous sommes en désaccord sur ce point et nous souhaitons, nous, non seulement maintenir une conditionnalité, c'est-à-dire une conditionnalité de ressources, un minimum social, c'est lorsqu'on a des ressources faibles, lorsqu'on en a vraiment besoin, et nous ne souhaitons pas qu'il soit désarimé du travail, c'est-à-dire qu'il constitue une alternative au travail pour la vie des personnes. Nous pensons, et c'est d'ailleurs ce qu'expriment toutes les associations, les personnes rencontrées, qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui et probablement pour longtemps, la dignité, l'émancipation dans notre société, ça passe par le travail. Lorsqu'on met en avant territoire zéro chômeur de longue durée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans territoire zéro chômeur de longue durée? On propose un travail à des personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi, qui sont en grande souffrance. Donc je crois que là-dessus, il ne faut pas se tromper, il y a un vrai débat de société à avoir et nous avons là-dessus une orientation très claire du gouvernement. On va revenir un petit peu sur le constat quand même. La France, alors ce plan, on ne l'a pas dit, c'est 8 milliards d'euros sur 4 ans, 8 milliards et demi sur 4 ans. La France championne des dépenses sociales. Je le disais, la France a versé 714 milliards d'euros de prestations sociales en 2016. Ça représente 32% du produit intérieur brut. Ça a augmenté de 4 points en 20 ans. La moyenne de l'Union européenne, c'est de 27%. Donc on le voit quand même, les prestations sociales en France existent. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, elles sont mal orientées, mal évaluées. Il faut bien distinguer que dans cette masse de prestations sociales, ce qui relève réellement des minima sociaux, parce qu'on mélange des choux et des carottes. Nous avons un système notamment de politique familiale qui est très généreux. Par exemple, qui est très généreux sur les allègements fiscaux, et les allègements fiscaux ne concernent que les ménages qui paient l'impôt sur le revenu, et en plus, plus fortement, les plus favorisés. Donc là-dedans, dans cette dépense-là, il n'y a pas, très loin s'en faut, que des dépenses qui intéressent les plus fragiles d'entre nous. Nous avons des dépenses sur la pauvreté aujourd'hui qui sont extrêmement performantes en termes de redistribution et en termes de protection vis-à-vis de la grande pauvreté. Et ce que montrent toutes les comparaisons internationales, c'est que le système français n'est pas si coûteux que cela par rapport à ce qu'il produit en termes de capacité à éviter la grande pauvreté pour un grand nombre de nos concitoyens. La difficulté, c'est que nous avons 2 grandes limites. Un, nous sommes un pays dans lequel le poids de l'origine, le poids de la naissance pèse trop sur les destins sociaux, la pauvreté des enfants. Et deuxièmement, l'inertie dans la pauvreté. Nous sommes un pays qui souffre d'une absence de mobilité sociale, ce fameux ascenseur social en panne qui fait que quand vous basculez dans la pauvreté, dans la précarité, vous avez les pires difficultés à revenir vers une vie
que vous pouvez maîtriser par le travail. C'est tout l'enjeu des politiques d'accompagnement. On va revenir sur ces points précis. Juste pour finir notre introduction, je voulais votre réaction sur ce fameux pognon de dingue qui a été évoqué par le président Macron. Et cette phrase a sans doute été mal comprise. L'objectif, c'était de dire qu'il faut revoir la façon dont on l'utilise et l'évaluer. Oui, c'est très révélateur de la capacité qu'a le débat public en France à retomber dans des postures pavloviennes. Chacun revient un peu à son corps d'origine idéologique. On a besoin tout de suite de critiquer. Qu'a dit le président de la République? C'est qu'aujourd'hui, le modèle social français, qui est un modèle en effet important pour la dépense publique, a une efficacité, des résultats qui sont insuffisants. Qui peut nier cette évidence? Qui peut nier qu'avec un tel niveau de dépenses sociales, avoir 9 millions de pauvres, un enfant sur 5 pauvres, une personne pauvre sur 3 qui est à moins de 20 ans dans notre pays aujourd'hui, qui peut nier qu'en effet, il faut changer? Donc le président a porté cette exigence très fortement. Je crois que, y compris en ayant une formule qui peut provoquer un petit peu, il a fait comprendre à nos concitoyens qu'on allait changer l'angle d'approche des politiques sociales et je suis convaincu que c'est ce qu'ils attendent. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Vous le disiez, le souci, c'est que ceux qui sont dans la pauvreté, en gros, y restent. 50% des allocataires du RSA le sont depuis plus de 4 ans. Et l'un des axes, c'est effectivement de mieux les accompagner. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va mettre des moyens considérables d'abord pour partir des plus fragiles. Vous savez, quand le président parle d'éradiquer la pauvreté, c'est pas pour avoir un slogan creux, c'est parce que ce qu'il souhaite, c'est qu'on arrive les politiques sociales toujours à la situation des plus éloignés. Parce que si vous ne voulez pas éradiquer, vous vous intéressez toujours à ceux qui vont un peu moins mal que les autres. Et finalement, vous ne faites qu'écrémer à partir du haut. Nous, on souhaite partir des personnes les plus en souffrance. Donc, la première dépense d'accompagnement, c'est tout l'accompagnement médico-social. Tout ce qui concerne les personnes qui ont des maladies psychiatriques, les personnes qui sont SDF aujourd'hui, les personnes qui sont dans l'addiction, les drogues, l'alcoolisme, que sais-je. Donc, ces moyens, l'assurance maladie va augmenter les dépenses qui leur sont dédiées de près de 30%. Ça représente plus de 400 millions d'euros ces prochaines années qui vont être investis dans l'accompagnement médico-social. Nous allons investir un demi-milliard d'euros par an dans l'accompagnement vers l'emploi, toujours en partant des plus fragiles. On va d'abord développer les solutions associatives que j'évoquais, Territoire zéro chômeur de longue durée et beaucoup d'autres initiatives associatives qui s'occupent des personnes les plus éloignées. On va renforcer très fortement les moyens de l'insertion par l'activité économique. On connaît bien à Grenoble l'impact de ces politiques-là. On va créer des moyens nouveaux d'accompagnement des personnes qui mixent l'accompagnement social et l'accompagnement professionnel. Parce qu'en France, on a toujours ce tropisme où on est d'un côté ou de l'autre. On est soit en accompagnement professionnel, soit en accompagnement social. Ça fait 20 ans qu'on sait que ça ne marche pas. Nous allons y mettre un terme et nous allons financer 300 000 solutions d'accompagnement supplémentaires chaque année pour les allocataires des minima sociaux. Alors attendez, parce que vous allez vite. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête du coup une seconde sur ce fameux service public de l'insertion. Oui. Quel sera son rôle? Qui va s'en charger? Est-ce que ça relèvera des départements, de Pôle emploi? Est-ce qu'on va créer une nouvelle structure? Comment ça va se mettre en place? Soyons concrets. On va travailler pour répondre à ces questions de manière précise, mais je vais être extrêmement concret. Aujourd'hui, quand le président de la République dit qu'il faut un service public de l'insertion, ça veut dire qu'il faut rétablir de l'égalité républicaine dans une politique qu'il a perdue. Aujourd'hui, vous n'êtes pas accompagné de la même façon selon le département dans lequel vous êtes. Vous avez un taux de financement par l'État du RSA qui est différent selon les départements. Comme par hasard, ce sont les départements les plus pauvres qui sont les moins aidés par l'État. Vous avez des endroits où, dans certains départements, vous n'avez aucune nouvelle en termes de proposition d'accompagnement 6 mois après votre demande de RSA. Est-ce que ça veut dire que cette politique doit revenir à l'État, doit être recentralisée? Ça veut dire que l'État va poser une exigence immédiate au département dès janvier 2019. J'étais ce matin à Lyon, j'étais hier dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, j'étais en Ardèche la semaine dernière, j'étais dans le Gard mardi dernier. Nous travaillons avec les présidents des conseils départementaux pour que l'État soit le garant, sur un mode initialement contractualisé, du fait qu'au bout d'un mois, tout allocataire devra avoir une orientation, qu'on va remettre sur pied le contrat d'engagement réciproque, les engagements partagés, c'est important. C'était déjà en place, ça existait, c'était pas appliqué, mais ça existait. Exactement, mais aujourd'hui, l'insertion, pardonnez-moi cette formule un peu lapidaire, c'est le Far West. Vous avez le meilleur qui côtoie, sinon le pire, en tout cas l'absence totale de politique. Et donc l'État va reprendre en main, en effet, une ambition nationale d'insertion. Est-ce que ça passera exclusivement par les départements ou pas? C'est le débat qui va s'ouvrir. Une question, du coup, entre parenthèses, quand le département de l'Isère propose précisément de demander aux allocataires du RSA, en échange de leur allocation, de passer quelques heures par semaine ou par mois avec des associations, c'est une bonne idée? Alors, c'est toujours une bonne idée de proposer un cadre d'activité à des personnes qui en sont éloignées. Il faut l'imposer. Tout ce qui peut. Il faut l'imposer. L'imposer, évidemment, est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. D'ailleurs, là-dessus, la justice a eu à se prononcer à plusieurs reprises. Et ce qu'elle a dit très clairement, c'est que dans l'insertion, il faut un engagement réciproque. Si la personne, en contrepartie d'un accompagnement, s'engage à
faire du bénévolat, puisque c'est de ça dont vous parlez, travailler dans les associations ou s'orienter vers de la formation, elle doit remplir ses obligations. Si elle ne le fait pas, elle doit en effet être sanctionnée. Mais imposer un modèle normatif à des personnes qui sont fragiles socialement, ça n'est pas acceptable. Donc nous travaillons avec les départements dans ce sens. C'est important, excusez-moi de faire cette parenthèse, mais de rester dans une société où on considère que l'individu doit s'engager vis-à-vis de la société quand elle s'engage vis-à-vis de lui. On n'est pas une société d'individus les uns à côté des autres où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. On doit être une société de responsabilité. Ça veut dire qu'on exige une réciprocité. Mais absolument, absolument. Donc l'individu, la personne accompagnée, elle doit avoir une situation de responsabilité. Mais n'oublions jamais qu'en matière de responsabilité, ceux qui sont défaillants aujourd'hui, ce sont les pouvoirs publics. Ceux qui ne sont pas accompagnés, la partie du job qui n'est pas faite d'abord, c'est celle des pouvoirs publics, parce que les personnes au RSA, ce qu'elles veulent, c'est travailler. Les personnes au RSA, ce qu'elles veulent, c'est être dans l'activité, c'est être dans la formation. Et nous n'avons pas aujourd'hui été à la hauteur de leurs demandes. Donc c'est à nous d'abord de faire ce pas d'accompagnement. Quand on évoque la prévention de la pauvreté, on dit souvent qu'il faut la repérer le plus tôt possible. On reviendra sur la question des enfants précisément, mais dans l'accompagnement dans l'emploi, par exemple, et les jeunes qui n'ont ni emploi ni formation, qu'est-ce qu'on en fait ? On leur propose quoi ? On va faire un changement de paradigme absolument complet. C'est que nous allons créer une obligation de formation qui va imposer à tout jeune de rester dans un parcours de formation jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire imposer à l'ensemble des pouvoirs publics de proposer une formation adaptée à chaque jeune jusqu'à 18 ans. Et imposer aux jeunes, du coup, de le suivre. Mais absolument, absolument. Sinon, nous sommes bien. Sinon, il pourra faire l'objet de mesures d'assistance éducative. C'est déjà le cas lorsqu'on estime qu'un jeune se met en danger ou est en danger. Il faut l'accompagner sur le plan éducatif, exclusivement éducatif et pas pénal, pour être très clair. Mais je le redis, on est dans un pays où on a des droits à la formation pour les jeunes. Ces droits bénéficient à tous les jeunes, sauf aux plus fragiles. Donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est partir des jeunes les plus éloignés, ceux qui sont en effet au pied des immeubles, ceux qui sont dans l'oisiveté, ceux qui sont dans l'inactivité, ceux qu'on appelle les invisibles, et on va refinancer des moyens d'accompagnement pour aller les chercher et leur proposer des moyens. C'est des moyens considérables qui vont être engagés. C'est plus de 400 millions d'euros qui vont être mis dans cette politique très ambitieuse pour la jeunesse, sur toutes les formes d'accompagnement et sur toutes les formes d'aller vers. On va aller enfin vers cette jeunesse. Quand on vous entend, évidemment, on a envie de signer des deux mains, mais on sait très bien que ces jeunes, ils sont très difficiles à repérer et encore plus difficiles à convaincre. Vous avez raison, mais le problème, c'est que depuis de trop nombreuses années, on a détourné le regard. Pas partout, il y a toujours des associations qui font des travaux formidables, il y a toujours des élus qui portent des politiques publiques localement formidables, mais il n'y a plus de politique publique nationale suffisamment ambitieuse. Vous savez, aujourd'hui, il y a 60 000 mineurs en France qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ce sont, d'une certaine manière, les super décrocheurs, ceux qui sont les plus pour aller éloignés. Les récupérer, ça va être un sacré chantier. Mais si on n'est pas capable de faire cet investissement dans notre société aujourd'hui, qui est une société riche, on n'est pas digne des valeurs qu'on prétend défendre. Donc oui, en effet, nous allons le faire pour ces jeunes les plus éloignés. Nous allons le faire pour les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On a aujourd'hui des milliers de jeunes pour qui, à l'issue d'un parcours souvent très douloureux, où ils sont placés auprès, on disait la DAS dans le passé, l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, eh bien, du jour au lendemain, on auront l'accompagnement. On a des jeunes qui se retrouvent à la rue, le jour de leurs 18 ans, le lendemain, débrouille-toi. C'est inacceptable, il y a un gâchis, une souffrance humaine insupportable. Donc si je comprends bien, la philosophie générale de ce plan pauvreté, c'est de mettre fin à ce fameux déterminisme, surdéterminisme social, celui qui veut qu'on a plus de risques de rester dans la pauvreté quand on est né dans la pauvreté. En gros, c'est ça. La philosophie fondamentale, c'est se dire que plutôt que de subir passivement l'augmentation des dépenses monétaires, en se disant qu'on faisait le constat chaque année avec un air grave et pénétré que ça va moins bien, ou selon nos conjonctures un peu moins bien, on fait le pari, on investit massivement dans des politiques d'accompagnement et de prévention. Les politiques de prévention, on sait, elles ne sont pas rentables immédiatement, ni politiquement, ni socialement, parce que ça produit des effets sur le long terme. Donc il faut beaucoup de courage. Moi, j'entends parler depuis 20 ans qu'il faut faire plus de prévention. C'est la première fois qu'on va mettre plus de 2 milliards de l'État directement sur les politiques de prévention. Et l'accompagnement, c'est évidemment le pari qu'en ramenant les personnes dans une capacité à maîtriser leur vie par le travail, on générera un bien-être collectif au-delà même du bien-être individuel. Et dans cet objectif, plus on intervient tôt, plus on est efficace. C'est vous qui l'avez dit. Première des mesures, la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans. Ce sera pour la rentrée 2019. Et puis ce fameux parler bambin. Alors quand vous étiez président du CCAS de Grenoble, vous aviez lancé ce parler bambin ici à Grenoble. Le principe est simple. On part du principe que plus on a de vocabulaire tôt, plus on a des chances de s'en sortir dans la vie. En gros, c'est ça. Oui, on part du principe, et Jean-Michel Blanquer a repris cela aussi à l'école, c'est qu'aujourd'hui, les inégalités se structurent dans le développement des enfants dès le plus jeune âge.
Les sciences cognitives nous en ont fait la démonstration, et c'est particulièrement vrai sur le langage, où on a des écarts de mots maîtrisés de 1000 mots à l'entrée en CP selon l'origine sociale. Et on sait que l'intervention la plus efficace, c'est la petite enfance. Nous l'avons démontré à Grenoble. Après, il n'y a pas que Parler Bambin, hein. Moi, je vous parle avec une responsabilité nationale aujourd'hui. Il y a d'autres projets qui pourront être développés. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons porter enfin en France une ambition éducative dès la petite enfance. Ça veut dire que la petite enfance, c'est pas garder un enfant en rendant un service aux parents, on continuera à le faire, mais c'est s'intéresser au développement de l'enfant lui-même. On va faire de l'enfant un enjeu de politique publique, ce qui n'est pas assez dans notre pays, et on va s'y attaquer dès la petite enfance. L'objectif de ces politiques, c'est de éventuellement venir compenser les déficits familiaux. Ça veut dire qu'on compense en effet les écarts dans le développement des enfants qui sont liés à un environnement familial plus fragile. C'est particulièrement vrai sur le langage, mais pas seulement. C'est vrai aussi sur les compétences qu'on appelle affectives, sociales des enfants. Et donc, on vient réparer une inégalité terrible de notre politique familiale qui fait que les services aux familles, aujourd'hui, bénéficient aux familles les plus favorisées et quasiment pas aux enfants en situation de pauvreté. Alors, ça va jusqu'à ce qui pourrait paraître un détail, mais par exemple, les petits déjeuners, hein, par exemple. Oui. Qui sont tous sauf un détail. Ce que nous voulons, c'est faire du développement de l'enfant un enjeu de politique publique dans toutes ses dimensions. Donc on va s'y attaquer sur le logement, sur l'hébergement. Nous mettons des moyens considérables pour la sortie des enfants des bidonvilles, pour mettre un terme à la mendicité des enfants dans les grandes agglomérations. Grenoble est concerné. Nous allons financer des maraudes dédiées sur ce sujet. Nous allons travailler sur l'accès à l'alimentation, reprendre un programme que j'avais initié à Grenoble qui s'appelle Manger Malin et qui a malheureusement été interrompu depuis, mais sur l'accès à des produits de première nécessité alimentaire à moitié prix pour les familles les plus défavorisées, des petits déjeuners à l'école, et puis l'accès à la cantine. Les tarifications sociales des cantines pour les petites communes. Les grandes communes le font déjà, dont Grenoble, mais les petites communes le font très peu. Moi, j'entends bien cet élan de générosité, et encore une fois, on ne peut que y souscrire. C'est de l'efficacité, excusez-moi Christophe Reville, c'est de l'efficacité. Non, mais au-delà de la qui paye? Qui paye? Est-ce que c'est les communes qui vont payer? Est-ce qu'elles vont être aidées par l'État? Donc l'État compensera. L'État compensera, et on est dans une logique très claire où nous souhaitons apporter des bouffées d'oxygène à des collectivités qui, pour beaucoup d'entre elles, nous disent qu'elles n'ont plus de marge pour agir. Donc, les travaux que nous avons conduits avec les associations d'élus, il ne vous aura pas échappé qu'elles ont largement approuvé la stratégie de lutte contre la pauvreté, c'est justement de se redonner ces marges de manœuvre, finalement pas si coûteuses, mais qui permettent aux acteurs de terrain de construire des solutions. Les petits déjeuners, ce ne sera pas normatif. On ne va pas faire une commande publique de plateaux de petits déjeuners ou de brioches. On va permettre aux acteurs, avec un financement direct, de construire des solutions, des circuits courts, de la sobriété alimentaire, de l'éducation alimentaire. On va revenir sur d'autres mesures. Petite parenthèse encore une fois, quand vous étiez président du CCAS de Grenoble, Grenoble était présenté comme un laboratoire d'expérimentation sociale. On a évoqué le Parler Bambin dans les crèches. Aujourd'hui, on voit que ces propositions sont reprises dans le plan pauvreté. Est-ce qu'à l'époque, le président Hollande a suffisamment suivi l'expérimentation grenobloise ? Écoutez, à l'époque, le président lui-même, j'aurais du mal à le dire, le gouvernement a voulu suivre, en tout cas, un certain nombre de ses ambitions. On en a moins entendu parler, hein. Écoutez, Parler Bambin a été poussé par la Caisse d'allocation familiale dans tout le précédent quinquennat. Les initiatives, par exemple, les points conseil budget qui viennent des plateformes budgétaires que nous avons créées au CCAS de Grenoble durant ces années-là, vont être déployées dans la stratégie que je porte aujourd'hui, qui prévoit de créer 400 points conseil budget à l'échelle nationale, et c'était déjà dans le précédent plan pluriannuel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait une ambition dans le précédent plan. Moi, j'en ai été un des auteurs, donc un des acteurs en tout cas, et je ne veux certainement pas dénigrer ce qui s'est passé et que j'ai servi dans une vie antérieure, donc c'est pas mon style de cracher dans la soupe ou de me retourner sous cette forme. Mais je veux simplement et humblement faire le constat que nous avons certes amélioré les choses. Il ne faut pas tirer un regard noir qui serait injuste, mais nous n'avons pas réglé structurellement le problème et nous n'avons pas affronté structurellement le problème. Les écarts que j'évoquais se sont aggravés ces 5 dernières années parce que la pente de la société est plus puissante que les politiques publiques qu'on mène. Donc il faut mener des politiques publiques suffisamment puissantes. C'est l'enjeu de la stratégie. Alors, autre action envisagée par ce plan, la lutte contre le décrochage, hein, les décrocheurs scolaires comme on les appelle, qui seront mieux suivis jusqu'à 18 ans. On a déjà commencé à l'évoquer tout à l'heure. À qui reviendra cette mission? On met en première ligne les missions locales. Absolument. En fait, aujourd'hui, vous avez des plateformes de suivi et d'accompagnement des élèves décrocheurs, les PSAD, qui dépendent de l'éducation nationale et des missions locales et qui, pour l'instant, ont une performance que je qualifierais d'hétérogène, pudiquement, donc insuffisante.
suffisante. Nous allons renforcer les moyens côté éducation nationale et surtout côté mission locale, puisque nous allons mettre plusieurs dizaines de millions d'euros en plus pour que les missions locales aillent au-devant de ces jeunes et les inscrivent dans des parcours de formation. J'étais ce matin avec la métropole de Lyon qui construit des parcours de formation avec Pôle emploi, avec les missions locales et avec une offre de formation sur le terrain adaptée aux jeunes les plus éloignés. C'est exactement ce que nous voulons développer demain. Ce plan pauvreté qui est présenté aujourd'hui par le gouvernement, dont vous êtes l'auteur, certains disent que c'est un peu la jambe gauche du gouvernement pour l'alibi social, en gros, pour faire oublier le président des riches que serait Emmanuel Macron. J'ai du mal à réagir à ce type d'affirmation parce qu'elle participe d'une volonté purement polémique et politicienne. Donc moi, je suis sorti de ce jeu-là il y a plusieurs années maintenant. Moi, mon rôle, c'est de porter une politique de lutte contre la pauvreté qui est la conviction de ma vie. Donc on est venu me proposer cette responsabilité ô combien intimidante et exigeante. Et le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que nous sommes, et c'est un sentiment qui est partagé largement par les acteurs du secteur, nous sommes devant une chance inouïe de faire enfin davantage pour ceux qui en ont le plus besoin et d'affronter les vraies limites de notre modèle social. Certains ont dit on est à un tournant du quinquennat. Mais moi, je laisse les commentateurs commenter. Mon boulot, c'est de faire en sorte que tout cela atterrisse sur le terrain, que ce soit concret, que ça règle des situations humaines. Après, moi, j'ai eu plusieurs échanges avec un président de la République que j'ai vu, qui n'est pas de ma famille politique à l'origine. En tout cas, moi, je suis resté loyal et fidèle à la mienne, à la famille du Parti socialiste. Et je constate qu'il m'avait proposé au départ une responsabilité en me disant qu'il serait très ambitieux, très exigeant et qu'il suivrait des propositions très innovantes. Je suis là le contrat est rempli, les moyens sont là. Absolument, absolument. Et je tiens à le dire parce que j'ai vu quelques médiocres polémiques de ci, de là. Ce ne sont que des moyens nouveaux. Il n'y a pas un euro de recyclé. Et ce n'est pas de la redistribution de crédits déjà existants. Ce ne sont que des moyens nouveaux. Et c'est une volonté extrêmement forte et claire. Et qui est en effet budgétairement supérieure à ce qu'il y a eu ces dernières années, avec une exigence différente, avec des objectifs différents. Mais fondamentalement, on est sur un niveau d'ambition, je crois, dont il faut être fier, en tout cas collectivement. Quand on parle de pauvreté, de précarité, on évoque souvent aussi les quartiers sensibles. Parlons un peu d'habitat pour les quartiers les moins favorisés. À Grenoble, il y a quelques jours, a été présentée la deuxième phase du fameux plan ANRU, l'ANRU 2. À partir de 2019, 400 millions d'euros seront investis dans 3 quartiers de l'agglomération. On regarde ce reportage et on en reparle. Jouer collectif pour transformer durablement les quartiers prioritaires, pari gagné pour la métropole. Dès 2019, près de 410 millions d'euros seront investis sur 10 ans dans 3 quartiers du sud grenoblois. Les Villeneuve, Grenoble et Échirolles, Mistral et le quartier Renaudie-Chamberton à Saint-Martin-d'Air. Un projet ambitieux qui lance la seconde phase du programme de renouvellement urbain mis en place par l'ANRU. Le pari, c'est de changer l'image de ces quartiers. C'est de permettre de mieux vivre demain avec un projet qui est essentiellement tourné sur l'habitat et les espaces publics. Mais ça veut dire que nous aurons, je dirais, près de 130 opérations sur les 10 ans de rénovation et de réhabilitation. Vous faites le calcul, ça fait plus d'une dizaine par an. Et pour améliorer le quotidien des habitants, 314 millions d'euros seront consacrés à l'habitat, avec en première ligne les bailleurs sociaux qui financeront 44% du programme. Entre réhabilitation, résidentialisation et démolition, plus de 6 000 logements seront concernés, notamment à la Villeneuve. L'ANRU 2, c'est un programme global qui vise en fait à transformer la Villeneuve en un éco-quartier populaire avec 2 objectifs: réhabiliter les logements en faisant, dans le privé et dans le public, de nouvelles cages d'escalier, et puis des équipements publics, le pôle enfance, le pôle éducation des Trembles. Un quartier ouvert et aéré, c'est le nouveau visage prévu pour la Villeneuve d'Échirolles à l'horizon 2028. Au programme 200 logements démolis, la butte rasée et l'autopont démolis pour une entrée de ville plus apaisée. Mais les espaces publics ne seront pas oubliés. Avec la démolition, y compris du centre social tel qu'il est aujourd'hui, son intégration dans la butte, le développement des espaces au rez-de-chaussée des immeubles Illis et Célestria pour réaliser un pôle de service public important avec, y compris en complément, un équipement économique pour accueillir des commerces de proximité. L'accès à l'emploi et à la formation sera également au programme de l'ANRU 2 avec le 1% insertion, un dispositif unique en France qui permettra aux chefs de chantier de recruter des demandeurs d'emploi dans les quartiers impactés. Au total, près de 12 000 emplois pourraient être créés sur 10 ans.
Alors, beaucoup de chiffres, hein. Olivier Noblecourt, quand même. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire 410 millions d'euros sur 10 ans, ça fait 41 millions par an. Sur 3 quartiers, ça fait 14 millions par quartier. Voilà, ça ne semble pas non plus être exceptionnel, non? On fait quoi avec tout ça? Il faut se méfier des règles de 3 là-dessus. 400 millions d'euros, c'est une grande et belle nouvelle pour nos quartiers sud. Comme on concentre l'intervention sur des problématiques extrêmement lourdes, la question des copropriétés dégradées, à la Villeneuve de Grenoble comme à celle des Chirolles, c'est un sujet majeur de mixité sociale. Sur la question des équipements collectifs aussi, c'est un point absolument majeur. Sur la question de l'urbanisme et des entrées de quartier, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut se réjouir de cette belle nouvelle. On peut s'interroger sur le fait qu'on était déjà presque à ce stade-là il y a 3 ans, puisque c'est un projet qui avait été porté par la précédente majorité municipale, qui a été légèrement modifié, mais voilà, il est temps de passer aux actes maintenant. Je me réjouis de cette convention. J'ai suivi tout ça de très près parce que l'ANRU n'a jamais été très loin ni de mes préoccupations ni de mon environnement professionnel. Mais je dois dire que bravo à ceux qui ont permis cet achèvement et maintenant place au concret le plus vite possible. Parlons justement un peu de Grenoble et de vous. Alors vous êtes tout jeune, vous avez un parcours assez exemplaire, hein, diplômé de Sciences Po, assistant parlementaire de Michel Destot, directeur de cabinet, puis adjoint au maire de Michel Destot, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, aujourd'hui délégué interministériel. Enfin voilà, le parcours est quand même assez remarquable, sans flagornerie. La politique à Grenoble, c'est fini pour les délégués interministériels que vous êtes ? C'est hors de mon champ de préoccupation du moment. Ce serait parfaitement indécent, compte tenu des responsabilités qui sont les miennes. Je suis absorbé, je pourrais vous dire presque englouti par la charge. Donc je ne me situe pas dans le champ de la politique active grenobloise. Je reste un citoyen grenoblois qui vit avec sa famille tous les week-ends et de plus en plus la semaine, parce que j'essaye de préserver un petit peu le temps familial qui a été durement mis à mal ces dernières années. Mais pour autant, je reste, tout citoyen que je suis, très vigilant et très inquiet de la situation de la ville. Donc je suis cela avec intérêt. Vous avez démissionné de votre poste de conseiller municipal en juin 2017. Oui, j'ai estimé que certaines responsabilités que je prenais au plan national n'étaient pas compatibles avec un mandat local. Donc vous vous intéressez à l'actualité grenobloise, j'entends bien. Est-ce que les municipales de 2020 sont en ligne de mire? Franchement, ce serait indécent de Alors, je pose la question autrement. Est-ce qu'elles sont exclues? Alors, vous connaissez cette règle politique, c'est que rien ne peut être jamais exclu en politique tant que ça ne s'est pas produit, mais c'est exclu de ma réflexion actuellement, pour être tout à fait sincère avec vous, parce que véritablement, ça n'est pas compatible, cette réflexion-là, avec ce qu'est le quotidien que je porte et qui est extrêmement lourd. Et voilà, dans une vie d'engagement, il faut être cohérent et conséquent vis-à-vis des engagements qu'on prend. Les miens sont suffisamment lourds. Par contre, évidemment, je suis très attentif à ce qui se passe et j'ai des inquiétudes pour ma ville qui justifieront le moment venu que, en effet, je puisse avec d'autres éventuellement m'exprimer ou agir. Mais encore une fois, tout cela reste tout de même, pour ce qui me concerne pour l'instant, très précautionneux. 42 ans, vous avez adhéré au Parti socialiste à l'âge de 18 ans. Vous êtes encore socialiste, encore au PS? Je suis encore socialiste, ça c'est une évidence. Encore au PS? Et je suis encore au PS dans une situation délicate comme beaucoup de membres du Parti socialiste. Et je n'ai pas renouvelé ma cotisation cette année. Je suis en interrogation aujourd'hui sur ce que devient ce parti, qui traverse d'ailleurs au moment où on se parle une nouvelle crise. Moi, j'ai fait le pari toujours d'essayer d'abord de faire gagner les valeurs et les politiques auxquelles je crois. Et je suis aujourd'hui dans une politique qui me passionne et sur laquelle j'ai le sentiment que le président de la République porte une ambition inédite. Donc j'ai plutôt pour habitude d'être quelqu'un d'assez carré et loyal. Donc voilà, je reste fidèle à mon identité politique et à mes convictions. J'ai aucune raison d'en changer. Mais pour autant, je considère qu'aujourd'hui, notamment face aux risques populistes et aux risques de l'extrême droite, eh bien, ce qui compte, c'est la réussite de la France et la réussite de cette mandature, et en particulier la réussite de cette stratégie de lutte contre la pauvreté. Je vais revenir au plan de lutte contre la pauvreté. Je finis quand même avec Grenoble et le Parti socialiste à la ville de Grenoble. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un leader dans l'opposition socialiste à la ville de Grenoble. Est-ce que cette absence de leader aujourd'hui peut être une opportunité pour vous demain? Non.
Non, enfin écoutez, tout ça, c'est des questions de personnes qui n'ont pas de sens. Ce qui est dramatique. Qui est le leader du PS à la ville de Grenoble, du coup? Aujourd'hui, il n'y a pas de leader identifié à ma connaissance, en tout cas, sinon il se cache bien. Mais le sujet n'est pas de savoir s'il y a un leader ou pas. Le sujet est de savoir s'il y a un projet et un collectif. Il y a un collectif qui existe, il y a des militants qui se battent aujourd'hui, qui font vivre l'identité socialiste et qui portent aujourd'hui un certain nombre de réflexions. Donc moi, je pense que c'est extrêmement utile et positif dans la période. Après, il y a besoin d'incarnation dans la politique. Ce qu'on peut simplement se dire, c'est qu'après une période où le Parti socialiste a été très dominant sur la scène politique locale, les transitions n'ont pas été gérées de manière optimale, puisqu'on se retrouve dans une crise à la fois de positionnement politique du Parti socialiste, mais aussi une crise d'incarnation. Donc je pense que passé cette période un petit peu difficile, il reste quelques mois, le parti, je l'espère, va se reconstruire. Mais ce sera forcément dans un cadre qui sera plus large et qui sera collectif. Les ambitions de En Marche, ici à Grenoble, dans la métropole. En Marche qui a clairement dit que l'objectif pour les municipales, c'était de faire tomber la ville, de prendre la ville et la métropole. Ça vous inspire quoi? Si vous me parlez du parti En Marche, ça ne m'inspire pas. Je ne suis pas là pour commenter les ambitions d'un parti politique. Si je vous dis en tant que Grenoblois qui aime sa ville, je suis inquiet à la fois d'une gestion actuelle qui présente un certain nombre de limites et qui, à certains égards, marque un éloignement important par rapport à ce qui est pour moi l'identité profonde d'une ville innovante, ouverte. Je trouve qu'on est actuellement loin du compte. Si les conséquences de cette gestion, c'est d'en arriver à rendre crédible ce qui pour moi est inenvisageable, c'est-à-dire le retour de M. Carignon aux affaires à Grenoble, si l'alternative c'est cela, je pense qu'il est légitime que d'autres préparent une autre voie. Et pour ma part, je l'appelle de mes voeux parce que je pense qu'aujourd'hui, on est assez proche d'une impasse dans la gestion municipale. Peut-être qu'un redressement est encore possible puisque un mandat c'est long, donc je le souhaite pour ma ville. Mais je vois tout de même, parce que je suis interpellé, je suis dans la vie quotidienne de Grenoble, voilà, j'y ai mes enfants, puis je reçois des messages de Grenoblois très souvent. Mais fondamentalement, j'ai le sentiment en effet qu'il y a une inquiétude à avoir énorme. Vous savez, sur la sécurité notamment, quand on vous parle de Grenoble et de la sécurité... oui, mais ça c'est l'image nationale et on sait qu'elle est souvent aussi noircie. On a connu ça, j'ai connu ça en tant qu'élu par le passé. Donc moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui, d'une certaine manière, excitent là-dessus les tensions en y prenant un malin plaisir, en souhaitant l'échec. Moi, je souhaite la réussite et de l'équipe actuelle et de ma ville. Ce que je trouve dommageable aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a un triple divorce. Il y a un divorce avec les acteurs sociaux, c'est-à-dire que le projet social aujourd'hui de la ville, je ne sais pas où il est. Heureusement, il y a l'ANRU 2, mais où est l'ambition d'éducation populaire? Où est l'ambition de développement social? J'ai du mal à la retrouver. Il y a une difficulté avec les acteurs économiques. On parle beaucoup des commerces, mais il n'y a pas que. Il y a des inquiétudes lourdes sur le modèle économique grenoblois, qui est un modèle de développement arrimé à l'innovation. Donc je pense que c'est un sujet lourd. Et puis il y a un sujet sur l'urbanisme. On parle de l'ANRU, on parle d'un certain nombre de transformations aujourd'hui qui ne sont pas toujours bien comprises par nos concitoyens. Des ambitions en termes de logement qui pourraient probablement être plus importantes. Donc voilà, moi j'exprime des craintes. J'ai vu, vous savez, j'ai dirigé pendant quelques mois les programmes urbanisme et cohésion sociale du grand plan d'investissement. Et donc je me suis promené dans toutes les grandes villes de France pour évaluer notamment les projets de transition écologique, de transition sociale des territoires. Et j'ai trouvé, et beaucoup m'ont dit, que par rapport au modèle qu'était Grenoble il y a quelques années, aujourd'hui, Grenoble n'inspirait plus le même sentiment d'envie parfois, ou de respect, ou de considération, ou d'intérêt. Alors, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui restent très positifs. Je ne veux pas être dans une caricature, mais je crois que beaucoup de nos concitoyens ont le sentiment aujourd'hui sur Grenoble que, d'une certaine manière, l'identité de la ville est un peu atteinte. Alors, arrêtons-nous encore une seconde sur la politique sociale actuelle. Vous avez été président du CCAS, adjoint au maire de Michel Destot en charge des affaires sociales. Aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez la politique sociale du maire de Grenoble ? Écoutez, je l'ai dit quand j'étais élu, je n'ai pas changé d'avis. J'ai dit que j'avais trouvé un certain nombre de mesures antisociales à l'époque où j'étais conseiller municipal. Rien ne m'a donné l'occasion de changer d'avis depuis. Ce que je regrette, c'est que lorsqu'on sort la stratégie pauvreté, Éric Piolle dit qu'il a arrêté le programme Manger Malin à Grenoble pour ne pas servir les intérêts des grandes entreprises. Bon. Voilà une illustration d'une forme de sectarisme qui est incompréhensible. Le programme Malin, c'est un programme qui permettait de payer à moitié prix pour 1000 familles grenobloises le lait maternisé deuxième âge. Il y a des enfants qui aujourd'hui passent au lait de vache parce que leur maman ne peut pas payer 14 € du lait maternisé de 800 grammes, une boîte de lait. On a coupé ces programmes pour des motifs idéologiques et on a 1000 familles grenobloises qui n'en bénéficient plus aujourd'hui. Et on considère que c'est ça la réaction à une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. J'en ai parlé à plusieurs reprises à Éric Piolle, avec qui mes relations humainement sont tout à fait courtoises et apaisées, mais je suis dans l'incompréhension vis-à-vis de ce type de mesures. On parlait des crèches tout à l'heure, là il y a un plan de 6 millions d'euros pour
restaurer les crèches. Oui, je le connais bien, il a été lancé sous la précédente mandature. Ah, ça aussi, c'est pas Éric Piolle? Écoutez, c'est forcément Éric Piolle puisque c'est lui qui est maire, donc je le félicite de prendre ce type de décision aujourd'hui. Non, ce sont pour beaucoup des décisions qui avaient été préparées dans un plan que nous avions laissé à l'intention de nos successeurs, et moi je me réjouis que c'est cette ambition. Je pense qu'on pourrait avoir peut-être davantage d'ambition sur le caractère social de la politique petite enfance et les quartiers prioritaires. Ce n'est pas ce que je retrouve dans ce plan de manière massive, donc je trouve que là encore la préoccupation sociale peut être améliorée, mais encore une fois, je vais travailler, je vais proposer à la municipalité de travailler en ce sens. Je ne suis pas le juge des élégances. Olivier Noblecourt, merci. Merci d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet pour la question bonus à Olivier Noblecourt et bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau Récap Info.